Alors, bonjour. Je vais encore remercier, parce que vous avez compris que c'est mon replay maintenant, donc je vais encore remercier la Chambre syndicale et Dr Touzeni en particulier pour m'avoir donné cette occasion. Et sans plus tarder, on va commencer. Donc j'avais dit, là, aucun conflit financier, peut-être c'est sentimental, j'ai dit, voilà, j'adore l'auto-immunité et l'immunofluorescence. Alors, bien sûr, vous savez tous, les anticorps antinucléaires sont des anticorps qui sont un groupe hétérogène. Ils sont dirigés aussi bien, contrairement à leur nom, en fait, aussi bien contre des constituants du noyau, mais aussi du cytoplasme. Et en fait, ce sont des composants qui viennent en fait du noyau. Alors, le noyau, c'est des milliers d'antigènes possibles, mais n'ayez crainte, on ne va pas parler de milliers de cibles antigéniques, puisque en fait, il y a à peu près une vingtaine de cibles qui ont une signification clinique. Et justement, ce sont ces cibles-là qui sont intéressantes justement pour le diagnostic biologique. Donc, on a dit qu'on en a plusieurs. Alors, il y a des cibles au niveau... On va passer rapidement parce que j'ai eu la mauvaise expérience lors du premier atelier. On n'a pas eu beaucoup de temps pour les cas cliniques, donc je vais passer vraiment très rapidement sur cette première partie. Donc, on a des cibles au niveau de la membrane. Puis, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans le noyau? L'ensemble phare, c'est la chromatine, l'ADN, l'histone. Et donc, tout ça, ça peut être des cibles des anticorps antinucléaires. Et puis, il y a des enzymes. Alors, pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'il faut savoir que, généralement, les anticorps d'intérêt sont dirigés contre des antigènes qui ont, justement, des fonctions assez importantes dans la cellule, et notamment la topoisomérase 1. Alors, s'il y a quelques-uns parmi vous qui font déjà de l'auto-immunité, est-ce que vous savez ce que c'est la topoisomérase? C'est une cible des anticorps antinucléaires que vous connaissez, je suis certaine. Alors, ils ont un autre nom, c'est les SL 70. C'est en fait la topoisomérase. C'est une enzyme qui contrôle la structure de l'ADN. Et puis, il y a les fameuses ribonucléoprotéines. Et c'est juste pour que vous compreniez qu'on a des cibles antigéniques qui sont formées d'un bout d'ARN et d'un bout de protéines. Et vous les connaissez tous. C'est les anticorps anti-SM, anti-RMP. On a aussi les anticorps anti-SSA, anti-SSB. Alors, juste une petite parenthèse pour les anticorps anti-RO52. Avant, on disait que c'était des anticorps anti-SSA. On disait à tort que c'est une ribonucléoprotéine, en fait pas du tout. C'est une protéine qui s'appelle la TRIM21 et qui est vraiment la cible des anticorps anti-RO52. Et juste j'anticipe, ces anticorps, dans la majorité des cas, n'ont pas de signification clinique particulière. Et donc il faut être très très vigilant lorsque vous achetez des kits pour la recherche des anticorps antinucléaires. Il ne faut jamais acheter des mélanges SSA. Il faut faire attention, il faut que les SSA RO52 soient à part et les SSA RO60 soient à part. Donc si c'est écrit juste SSA, il faut éviter ce type de kit. Et puis, il y a des enzymes qui sont intéressantes dans la synthèse des protéines. Ce sont les ARNT de transfert. En fait, si vous vous rappelez, pour fabriquer les protéines, il faut ramener chaque acide aminé et il y a une enzyme qui s'appelle l'ARNT. Et pour chaque acide aminé, il y a une enzyme qui est spécialisée pour le transport de la tréonine, l'autre pour l'alanine, l'autre pour l'isoleucine. Et pour chaque enzyme, il y a un anticorps. Alors, il y a le plus connu, je suppose, c'est les anticorps anti-JO1. En fait, ils sont dirigés contre l'ARN histidyle. Et puis, il y a d'autres qui sont dirigés contre les autres enzymes. Et puis, il y a des cibles antigéniques qui ne sont visibles que lors de la division cellulaire. Donc, de façon générale, ils sont dirigés contre le fuseau mitotique, le centriole et contre le centromère, qui sont des structures qui sont passagères et qui sont visibles lors de la division cellulaire. Alors, les anticorps sont, vous le savez, des marqueurs des connectivites, toutes les connectivites, sclérodermie, lupus, dermatomyosite, etc. Mais les anticorps peuvent se voir aussi en dehors de ces situations. Alors, toutes les maladies auto-immunes peuvent s'associer à la positivité des anticorps antinucléaires. Mais chose très importante, on peut avoir une thyroïdite d'Hashimoto, par exemple, ou on peut avoir une myasthénie et des anticorps antinucléaires. Mais dans ce cas, ils ne seront pas dirigés contre des cibles connues. Ça ne sera pas ni SSA, ni SM, ni RMP, ni JO1, etc. C'est des anticorps justement dirigés contre la multitude des antigènes que nous, on n'identifie pas parce que, à l'heure actuelle des connaissances, ils n'ont pas de signification clinique particulière.
Et puis, on peut aussi trouver des anticorps antinucléaires, même en dehors de maladies auto-immunes. On peut les trouver chez les sujets âgés, on peut les trouver dans les infections. Alors, dans les infections aiguës, les infections virales, etc., aiguës, on peut trouver des anticorps de façon transitoire. Donc, il faut faire attention. Si vous avez, surtout chez des enfants, on peut avoir des titres très forts d'anticorps antinucléaires pendant l'épisode aigu. Donc, il faut toujours contrôler en dehors de l'épisode aigu. Et puis, il y a la multitude des infections chroniques, type hépatite C, tuberculose, etc. Et toutes ces infections chroniques s'accompagnent de la positivité des anticorps antinucléaires. Et dans la majorité des cas, ces anticorps ne sont pas dirigés contre des cibles identifiables. Et puis, pourquoi il faut rechercher des anticorps? Parce que c'est important pour le diagnostic. Vous savez tous que les anticorps antinucléaires font partie des critères diagnostiques, par exemple, du lupus. Ils ont aussi un intérêt diagnostique selon la cible antigénique reconnue. Par exemple, lorsqu'on dit anticorps anti-ADN, la première chose à laquelle on pense, c'est le lupus érythématosystémique. Il faut faire très attention. Les anti-ADN double brin se voient aussi dans le cadre de deux autres pathologies, l'hépatite auto-immune et le syndrome de Gouge-Rojogren primitif, pas associé à un lupus. Donc il faut faire attention. Dans ce cas-là, on peut avoir des anticorps anti-ADN natifs. Les anticorps anti-nucléosome et anti-ASM, ce sont des anticorps assez spécifiques. Nucléosome, il est intéressant parce qu'il est précoce lors de l'histoire naturelle de lupus. On peut ne pas encore avoir développé d'anti-ADN, mais on a des anticorps antinucléosomes. Et puis, il y a d'autres anticorps, par exemple, les anticorps anti-SSA. Alors, lorsque je vous dis anticorps anti-SSA, la première pathologie à laquelle vous pensez, le Sjogren, et là, pas du tout. Il faut penser en premier au lupus. Il faut savoir que les anti-SSA, c'est des marqueurs du lupus érythématosystémique. C'est un marqueur unique du lupus chronique, celui qui donne juste le lupus cutané. Donc, il faut faire très attention. Si vous avez un SSA, bien sûr, il faut penser à un Gougeron, mais il ne faut pas passer à côté d'un lupus. Et un anti-SSA isolé peut être le seul marqueur d'un véritable lupus. Et là, on revient sur les anticorps anti-Ro52 qui ne sont pas spécifiques dans ce contexte-là. Et alors, l'anti-SL70, bien sûr, peut orienter vers la sclérodermie, les anti-J1 et tous les autres antisynthétases comme marqueurs du syndrome des antisynthétases. Alors, les anticorps anti-histone, là aussi, il ne faut pas se méprendre. À chaque fois qu'on dit anti-histone positif, on se dit « Ah, c'est un lupus induit ». Et non, pas du tout. C'est un lupus authentique peut avoir des anticorps anti-histone. Dans la majorité des cas, c'est associé à d'autres, ASM, ADN, etc. Mais on peut avoir un lupus authentique avec des anti-histone isolés. Maintenant, si on a un anticorps anti-histone isolé, il faut d'abord éliminer une induction, un traitement inducteur, un bêta-bloquant dans le cadre d'une HTA, de l'INH dans le cadre d'un traitement antituberculeux, etc. Mais, bien sûr, vous savez tous que le caractère induit ne peut être confirmé que... Comment on confirme le caractère induit ? Voilà, on supprime la cause. Si l'anticorps disparaît, c'est induit. Si l'anticorps persiste, il faut savoir que les médicaments sont aussi des circonstances de déclenchement de maladies auto-immunes. On a un terrain génétique de prédisposition et parce qu'on a pris de l'INH, on va développer un véritable lupus. Alors, les anticorps sont importants aussi comme critère d'exclusion dans certaines maladies, comme diagnostic différentiel. Et les anticorps sont aussi importants pour le suivi de certaines maladies, notamment les anticorps anti-ADN. Ils sont importants dans l'évaluation et le suivi de la maladie lupique. Certains anticorps ont une connotation pronostique sévère, comme par exemple les anti-J1 qui sont associés à la fibrose pulmonaire, qui est le stade terminal justement dans le cadre des atteintes pulmonaires, et ça conditionne le pronostic fonctionnel respiratoire et même le pronostic vital. Et bien sûr, on a toujours dit que les anticorps, de façon générale, ont une valeur prédictive. Alors, on a dit qu'ils ont une valeur prédictive, et c'est connu depuis très longtemps, mais il a fallu attendre la fin des années 2000, où une équipe américaine, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont pris 10 000 sérums de soldats américains qui étaient stockés dans les congélateurs, et ces soldats, en fait, ils sont suivis, comme ils sont dans la Navy, donc ils sont suivis, ils ont pris ceux qui ont développé des maladies. Ils ont vu qu'est-ce qu'ils sont ceux qui ont développé un lupus. Et
ils sont revenus vers les sérums de l'âge de leurs 20 ans ou 18 ans lors de leur recrutement. Et là, ils ont montré que les anticorps antinucléaires pouvaient apparaître jusqu'à 6 ans ou 5 ans, les anticorps anti-ADN, les anti-SM, les anti-RMP. Donc, ce sont des anticorps qui apparaissent jusqu'à 5 ans ou même avant l'apparition de la maladie. Et c'était vraiment la première fois où on avait une étude objective qui a montré que les anticorps ont une valeur prédictive. Bien sûr, les Américains, ils ont une sérothèque extraordinaire, pharaonique, et ils ne sont pas restés là. Ils ont démontré aussi pour la polyarthrite rhumatoïde que, par exemple, le facteur rhumatoïde, il apparaissait jusqu'à 16 ans avant l'apparition des premiers signes de la polyarthrite rhumatoïde. Et là, on est très confiant lorsqu'on dit les auto-anticorps, de façon générale, peuvent apparaître des années avant l'apparition de la maladie. Maintenant, pour la démarche. Alors, pour la démarche en immuno, de façon générale, on doit commencer par un dépistage. On a un anticorps. Après, il faut savoir, il est dirigé contre quoi cet anticorps? Donc, on a la détermination de la spécificité. Après, j'ai déterminé la spécificité, je vais me dire, ça va orienter vers quoi? Ça va orienter vers un diagnostic en particulier. Et là, je vais peut-être compléter par d'autres examens immunologiques ou biologiques autres. D'accord, pour dépister, je n'insisterai jamais assez sur l'importance de la coopération entre les cliniciens et les biologistes. Je sais que ce n'est pas toujours facile en milieu libéral. Moi, j'ai la chance ou le privilège, ou peut-être pas, de travailler dans un hôpital universitaire. Et donc, j'ai un réseau, je connais les malades, etc. Mais vous devez aussi faire votre propre réseau et vous devez être copain-copain avec les prescripteurs pour avoir le maximum de renseignements cliniques. Ce n'est pas pour les embêter, mais surtout pour pouvoir donner un résultat fiable. Et moi, je dis toujours que nous, les immunologistes, les biologistes de façon générale, nous ne sommes pas des exécuteurs. Ce n'est pas parce que monsieur gastro ou neuro ou interniste, il a dit qu'il faut faire ça qu'on va le faire. Nous, la chose la plus importante qu'il faut faire, en tant qu'immuno ou hémato ou autre, c'est justement le conseil, c'est le diagnostic. Comment aiguiller le clinicien pour lui dire, là, il faut peut-être évoquer telle ou telle pathologie, peut-être qu'il faut affiner, peut-être qu'il faut faire ce test-là, etc. Et c'est votre travail, et c'est notre travail, et heureusement qu'on ne peut pas être remplacé par des machines à l'heure actuelle de connaissances. Alors, pour les anticorps antinucléaires, on va commencer le dépistage par IFI. Alors, par IFI, le substrat, bien sûr, vous savez tous, le gold standard, c'est les cellules HEP2, c'est des cellules cancéreuses d'un cancer laryngé, c'est un frottis, c'est une lignée cellulaire. Alors, avant, on faisait la recherche sur foie de rat, mais malheureusement, le foie de rat, il est moins sensible, et surtout, le foie de rat, c'est un tissu hautement différencié, donc il ne se divise pas, et donc, toutes les cibles antigéniques qui apparaissent au cours des divisions cellulaires, on ne va pas les voir, d'où justement l'intérêt de cette HEP2. Et en fait, ce n'est pas moi qui ai dit ça, hein, c'est un tout beau monde. En fait, ils se sont rassemblés pour dire quelles sont les recommandations pour la recherche des anticorps antinucléaires, et tout ce beau monde, les sociétés d'immuno, les sociétés de rhumato, de médecine interne, l'OMS, il y a même des sociétés de malades, etc. Et ils ont établi 25 règles. Et la première règle, c'est que l'IFI sur cellules HEP2, c'est le gold standard pour la recherche des anticorps antinucléaires. Moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter un résultat d'anticorps antinucléaires s'il est en unité ou positif ou négatif, etc. En fait, un résultat d'anticorps antinucléaires doit obligatoirement contenir 2 renseignements. Le premier, c'est le titre. Alors le seuil, il faut savoir que les guidelines internationaux, le seuil, il est encore à 1,80. Maintenant, vous voulez faire 1 centième, 1 sur 160, 1 sur 200, c'est pas grave. Moi, je dis aux jeunes biologistes, choisissez un titre et foncez. Parce qu'après, on va voir, le titre des anticorps antinucléaires, ce n'est pas vraiment important. Le titre, il est positif. Ce qui est le plus important, c'est l'aspect. Le résultat doit nécessairement contenir un aspect. Est-ce qu'il est homogène? Est-ce qu'il est moucheté? Et pourquoi l'aspect? Parce que l'aspect fait suspecter un antigène cible. Ce n'est pas comme un aspect de périphérique membrane nucléaire, comme un aspect nucléolaire. On a 2 cibles antigéniques différentes. Et 2 cibles antigéniques différentes, ça oriente vers 2 pathologies différentes. Alors là, bien sûr, ça, c'est dans un monde idéal. Mais en pratique, généralement, les aspects sont intriqués. On a plusieurs aspects chez le même malade. Parfois, la dilution va permettre d'identifier l'un ou l'autre, mais
Mais sachez que si on a la chance d'avoir un seul aspect, ok, l'identification de la cible est facile, mais ce n'est pas le cas dans, dans la vie réelle, en routine. On a toujours des aspects intriqués. Et là, à ce beau monde, justement, ils ont proposé certains aspects avec certaines cibles antigéniques. Alors, maintenant, en fait, si vous avez remarqué, alors tout ce beau monde, ils se sont mis d'accord, etc. C'était en 2014. Après, en 2014, on s'est dit, OK, tout le monde est d'accord sur comment on va rechercher les anticorps antinucléaires. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comment on va les nommer. Les aspects en immunofluorescence. Et en fait, ce n'est pas si innocent que ça, en fait. En fait, il faut savoir que l'immunologie, elle pose un petit problème. Pourquoi? Parce que c'est parmi les spécialités où on a toujours besoin du composant humain. Mais en fait, les big machins, ils ont envie de me chasser, moi. Ils me disent, toi, tu sers absolument à rien, on va te remplacer par une machine. Et justement, actuellement, il existe des machines qui lisent l'immunofluorescence. Et nous, en Tunisie, on avait fait l'expérience et on n'est pas convaincus du tout. Et les immunologistes, de façon générale, ne sont pas convaincus. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le logiciel, il est bête. On va lui expliquer, ça, c'est un homogène, ça, c'est un moucheté, ça, c'est un nucléolé, etc. Et il faut savoir que l'immunofluorescence, c'est une technique subjective et comparative. Alors, subjective comment? Pourquoi moi, je m'en fous du titre? Parce qu'elle est subjective. Moi, je peux lire aujourd'hui une lame et je vais dire, elle est mouchetée au centième. Je suis correcte. Si Ahmed, il va la lire, il va dire, c'est plutôt 2 dilutions, 1/200. Et mademoiselle va le dire, elle va dire, non, c'est négatif. Alors, nous, tous, on est corrects. Parce qu'on tolère une dilution entre lecteurs. Donc, je fais un titre au 80, au 160, au 200, ce n'est pas vraiment important. D'accord? Et, qu'est-ce que j'allais dire? Le titre. Alors, donc, ces machines, en fait, elles vont lire, et elles vont lire les aspects. Et malheureusement, comme on a dit, ces aspects sont souvent intriqués. Et heureusement, jusqu'à maintenant, ces machines sont surtout utilisées pour éliminer les négatifs, mais pour les positifs, pour les aspects uniques, c'est facile, mais pour les autres, c'est un peu plus difficile. Et justement, après 2014, en 2016, on commençait justement les ICAP, justement, ce sont les consensus internationaux sur les patterns d'immunofluorescence. Donc, ils ont commencé en 2016, il y a eu un en 2019, et puis le tout récent, publié en 2022. Et là, ils ont donné cette nomenclature que vous connaissez peut-être, AC1, AC2, que moi, je n'utilise pas. D'accord? Mais pour moi, c'est important de donner, parce que cette nomenclature, elle a beaucoup d'insuffisances. Il y a des aspects qui n'existent même pas dans cette classification. Et en plus, lorsqu'on a des aspects intriqués, moi, je ne sais pas comment je vais rendre le résultat. D'accord? Donc voilà, il y a un site, il est très bien fait. Alors pour vous, si vous êtes novice, si vous n'avez pas l'habitude, il paraît qu'il y a même une application. L'un de vos collègues m'a dit lors de l'autre groupe, il y a une application que vous mettez sur le téléphone et vous pouvez comparer l'aspect que vous avez en immunofluorescence dans votre labo par rapport à ces aspects. C'est très bien fait, c'est très bien expliqué. Et pour moi, je pense que c'est un moyen d'apprentissage et c'est un moyen justement pour comparer. Maintenant, sortir avec ces assais, moi, je ne suis pas très convaincue, et je ne suis pas la seule, hein, heureusement. Alors, on va passer rapidement les aspects, si on peut éteindre un petit peu la lumière, s'il vous plaît. Alors, les aspects. Alors, l'aspect homogène, donc, il prend toute la cellule. Normalement, on ne devrait pas voir le nucléole et les plaques doivent être positives. Donc, voilà, les plaques équatoriales, d'accord? Et puis, l'aspect moucheté, alors ça, c'est les aspects les plus fréquents. Alors vous, l'aspect moucheté, par exemple, ils ont AC4, AC5. Alors moi, qui a quand même une certaine expertise depuis l'âge de mes 2 ans, parfois, ce n'est pas facile de distinguer l'aspect AC5. Alors AC5, c'est l'anti-RNP qui donne des mouchetures de tailles différentes. Moi, si vous me dites moucheté, je suis d'accord. Ce n'est pas la peine de sortir AC4 ou AC5, c'est pour dire qu'on sait ou on ne sait pas en fait. Moi je dis c'est un moucheté et je m'arrête là. Alors et puis il y a l'aspect périphérique ou membrane nucléaire, il n'y a que la membrane. Alors là c'est un aspect assez particulier parce qu'on peut le prendre à tort comme un aspect homogène. Alors là on a un frottis de cellules et on a une vision de dessus, donc on peut à tort dire que toute la cellule est positive, mais en fait ce n'est pas le cas.
Et il y a des indices pour faire la différence, parce que vous voyez, c'est différent. Ça, c'est l'homogène, et ça, c'est la membrane nucléaire. Et ce qui est important, c'est que la cellule en division, elle est négative. Et nous, en immunofluorescence, du moins de mon temps à moi, on aime beaucoup les descriptions, et on dit que là, c'est une fluorescence en bouche. Vous savez, lorsque vous avez la bouche et vous faites du rouge à lèvres, il y a juste la bouche qui est fluorescente, et l'intérieur, il est négatif, et là, c'est très spécifique. Et puis, il faut surtout s'acharner à chercher cet aspect-là, où on a deux cellules qui sont en train de se diviser, et vous voyez, ce trait-là, c'est un aspect typique de membrane nucléaire. Maintenant, l'idéal pour la membrane nucléaire, c'est pas les frottis, c'est d'avoir un tissu. Parce que le tissu, on va couper, et donc on va voir la membrane. On a une vue dessus, et donc si on a un tissu à côté, c'est beaucoup plus intéressant de voir l'aspect membrane nucléaire. Mais là, moi, je peux le sortir. Alors, et puis, parmi les aspects aussi très fréquents, c'est ce qu'on appelle l'aspect DFS, pour Dense and Fine Specklet. C'est une moucheture très fine. Ce qu'il a de particulier, à part la moucheture, c'est que les plaques aussi sont mouchetées. Et là, vous voyez que les plaques, vous voyez là l'aspect. Alors, cet anticorps anti-DFS, on va le voir tout à l'heure, lorsqu'il est isolé, il n'a pas de signification clinique. Au contraire, il est contre le diagnostic d'une connectivite. Et très souvent, cet anticorps-là, il est à des titres très forts, 1,800, 1,600. Et généralement, les médecins, ils sont inquiets. Ils te disent « Ah, j'ai une jeune fille, etc. Et elle a 1 sur 1,600, mais vous m'avez sorti un anti-DFS. » Mais je lui dis « Je l'ai mis dans la conclusion. C'est pas en faveur d'une connectivite, donc il ne faut pas avoir peur. Donc c'est un anticorps. Alors nous, chez nous, on le contrôle au moins une fois et après, on lâche les malades. Et après, si dans 10-15 ans, elle va faire autre chose, on avisera après. Et puis, il y a les anticorps anti-SL70. Alors, pourquoi je vous ai mis spécifiquement anti-SL70 et non pas un aspect? Parce qu'en fait, figurez-vous, AC29 a fait son entrée dans la classification ICAP tout récemment. Ils ne savaient pas que ça existait, les fameux, etc. Et donc, en fait, pourquoi? Il y a une description de 3 paragraphes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut mettre dans la tête, c'est un anticorps qui est moucheté avec une plaque positive et qui est dans la même lame, on peut avoir des aspects mouchetés et des aspects nucléolés. D'accord? Tout ça, c'est un anticorps anti-SL70. Mais moi, je ne vous demande pas, vous, jeunes immunologistes, de me sortir un anti-SL70 ou un anti-AC29. Moi, je me dis, là, je le sors moucheté et nucléolé. Après, je fais une autre technique pour identifier. Ici, c'est un anti-SL70. Tant mieux pour moi. Si ce n'est pas un SL70, je ne serai pas mouillé. Et après, ils vont dire « Ah, Dr Larval, elle ne connaît pas l'anti-SL70 ou elle a pris à tort pour un AC29. » Et c'est pour cette raison que je n'aime pas beaucoup cette classification. Et puis, bien sûr, les anticorps anticentromères, ils ont si vous voyez une fois l'anticentromère, vous n'allez pas l'oublier. C'est un anticorps qui donne, bien sûr, des dots dans les cellules en interphase, et puis dans la plaque équatoriale, il s'aligne les centromères, et nous, comme je vous ai dit, on aime les descriptions, et on dit que c'est une fluorescence au niveau des plaques en touche de piano ou en marche d'escalier. Vous savez, nous sommes très poétiques, hein, nous, les immunos. Alors, après, il y a les aspects nucléolaires. Alors, moi, je vous demande de dire, est-ce qu'il est nucléolé ou pas? l'ICAP, il veut que vous disiez si c'est un nucléole moucheté, un nucléole homogène, ou un nucléole en grain ou en motte. Voilà, et donc là, moi, je pense que c'est un niveau d'expertise au-delà. Pour moi, si vous dites nucléolé, c'est déjà extraordinaire. Et puis, il y a les aspects ponctués. Je ne sais pas pourquoi elle ne sort pas, cette image. C'est généralement lorsqu'on a des dots isolés. Ça peut aller de quelques dots, few dots, à peu près moins de 6 ou 8, jusqu'à 20. Et ça, c'est les multiple dots. Là aussi, moi, je vous demande de dire dots, oui ou non, et c'est totalement suffisant. Après, il faut identifier la cible antigénique. Et puis là, c'est un aspect, bien sûr, qu'il ne faut pas passer à côté. C'est un aspect très particulier, il est hétérogène. Certaines cellules sont positives et d'autres sont négatives. Et s'il est isolé, la plaque doit être négative. C'est un anticorps qui est dirigé contre une enzyme qui s'appelle la cycline D1 et qui intervient dans la synthèse de l'ADN. Donc, ceux qui sont fluorescents sont les cellules en phase S. Et c'est un anticorps qui est assez spécifique du lupus.
Et puis il y a les anticorps de la division cellulaire. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce qu'on va bouffer beaucoup de temps, mais sachez qu'il existe une... Et d'ailleurs, les anticorps de la division cellulaire sont apparus, ICAP, il n'y a pas très longtemps non plus. Ils ne les connaissaient pas avant. Bref, donc, et maintenant, ils ont des chiffres AC24, AC26, etc. Et vous pouvez comparer. Alors moi, je trouve que c'est un niveau d'expertise qui dépasse les jeunes lecteurs que vous êtes. Je ne sais pas si vous faites beaucoup d'auto-immunité, mais j'ai vu que la plupart n'ont pas de microscope. Alors, après, il faut identifier les aspects cytoplasmiques, parce qu'on a dit que les anticorps antinucléaires, c'est des aspects nucléaires, mais aussi cytoplasmiques. Bien sûr, les antimitochondries ne font pas partie des anticorps antinucléaires, mais il faut faire attention parce qu'ils peuvent mimer des anticorps antinucléaires, qui peuvent être soit dirigés contre, par exemple, le J1, ou bien contre le chapeau. Vous savez, le chapeau sur la cellule, pour ceux qui se rappellent de leur cytologie, c'est le Golgi, qui d'ailleurs n'a aucune signification clinique. C'est très beau. D'ailleurs, il a de la chance d'avoir un AC à lui tout seul, qui n'a pas vraiment de signification. Et puis, il y a un aspect cytoplasmique très, très particulier. Dans le cadre de la description, justement, il donne une fluorescence finement granulaire en grains de sable qui épargne certaines vacuoles. Donc, vous voyez, là, il y a certaines vacuoles qui sont noires. Et là, c'est un anticorps très, très, très fortement évocateur d'un Non. Mais pas de niche. SRP. Ribosome. C'est un anticorps anti-ribosome. Et d'ailleurs, les fameux ICAP, ils ont donné un numéro pour les antiribosomes qui est la C19. Malheureusement, il y a un anticorps qui peut prêter à confusion avec cet anticorps, qui est l'anticorps anti-SRP, qui n'a pas encore trouvé sa place dans la nouvelle classification jusqu'à celle de 2022. Et c'est pour ça que cette classification est beaucoup critiquée. Et puis les fameux ring syndromes. Alors c'est des anticorps, au départ, ils ont été... C'est comme des bacilles, au départ, on croyait que les sérums étaient infectés et que c'était des bacilles en fait. Mais en fait, ce sont des... Et pour faire la différence, vous allez voir que la fluorescence, elle est au niveau du cytoplasme et elle n'est pas entre les cellules. Parce que parfois, on a des sérums infectés, nous. Peut-être pas vous, parce que vous faites tout rapidement. Mais nous, parfois, il y a des sérums qui traînent dans le frigo et après disons une dizaine de jours, on se dit, et si on lui fait une IFI ou un truc comme ça, et on a parfois des images. Mais là, vous allez voir sur les cellules et en dehors des cellules. Mais là, sur les cellules, et à chaque fois que j'ai un résident optionnel microbio, et je lui montre cet aspect, il me dit, il est infecté? Ben, pas du tout, il n'est pas infecté. Alors, lorsqu'il a été décrit, cet anticorps, il a été décrit chez les malades qui ont une hépatite C sous interféron, mais c'est j'allais dire un gros mot, mais ce n'est pas vrai du tout parce que c'est un anticorps qu'on voit partout et qui n'a pas de signification particulière et qu'il est différent entre firmes. Il faut faire très attention. Il y a des HEP2 qui sortent beaucoup plus de ring syndromes que d'autres, mais de toutes les façons, il n'a pas de signification clinique particulière, donc ce n'est pas grave. Alors, ICAP 2022, ils ont bien compris la chose et ils se sont dit, on va donner des niveaux d'expertise différents. Et alors, ils ont dit, voilà, tout ce qui est orange, c'est vous. Vous êtes immunocompétent, je vais dire. C'est-à-dire, vous allez avoir la capacité de lire, vous dire positif, négatif, etc. Et après, tout ce qui est en vert, là, tout ce qui est en vert, c'est du niveau de l'expertise. Alors moi, je vous conseille, si vous allez faire de l'immunofluorescence pour les anticorps antinucléaires, c'est un site qui est très bien fait et qui peut être didactique. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de sortir AC1 ou AC2 ou AC3, mais au moins, vous avez la description. Et vous avez aussi l'orientation. Ils vont te dire, ça peut évoquer un anti-J1 ou ça peut évoquer un anti-ribosome, ou etc., qu'on peut confirmer par d'autres techniques. Et justement, par quelle autre technique on va confirmer? On va se dire, on a une immunofluorescence positive, qu'est-ce qu'il y a dans le noyau? Il y a de l'ADN, il y a des antigènes nucléaires solubles, maintenant il faut aller les chercher. Alors, chose très importante, il faut savoir que la recherche des anticorps anti-ADN est obligatoire, quel que soit l'aspect en immunofluorescence. Ce n'est pas parce qu'on a un nucléolé ou un centromère qu'on ne fait pas d'anticorps anti-ADN.
D'accord. Nous, en Tunisie, oui, non, mais je mets à ti. De l'autre côté. En Tunisie, même dans le genre, ils te disent, si les anticorps antinucléaires, le biologiste, il est obligé, de façon médico-légale, de demander la recherche des anticorps anti-ADN, quel que soit l'aspect. Alors, les anti-ADN, alors bien sûr, le test de référence, ça reste un test de radio-immunoprécipitation que personne ne fait, même à l'étranger, c'est le test de phare, mais il y a un autre test qu'on utilise, nous, qui a une excellente spécificité, qui est l'IFI sur Critidia luciliae. Alors, Critidia luciliae, c'est un parasite monocellulaire, et ce parasite, et cette technique, bien sûr, comme toutes les techniques immunofluorescence, elles sont plus spécifiques, mais moins sensibles, et les techniques immunoenzymatiques, elles sont plus sensibles, mais moins spécifiques, et qui dit plus sensible, dit risque de faux positifs. Mais le mouche que fait l'ELISA, il n'y a pas que les faux positifs, il y a un autre problème pour les anti-ADN, c'est que nous, on va fixer de l'ADN double brin, et nous, on voudrait détecter anticorps anti-ADN double brin, puisque l'ADN simple brin n'a pas vraiment de signification clinique particulière, mais malheureusement, parfois l'ADN, elle se déroule, et nous, on va détecter de l'ADN simple brin qui a une autre signification, ou qui n'a pas de signification particulière. Alors, qu'est-ce que c'est ce Critidia luciliae? En fait, c'est un protozoaire et il a une mitochondrie qui est faite de l'ADN double brin. Et cette mitochondrie, elle se trouve au niveau de quelque chose qui s'appelle le kinétoplaste. Et en fait, il faut avoir une fluorescence, je vais faire le contraire, il faut avoir une fluorescence ici, numéro 1, parce que, et là, généralement, c'est une fluorescence excentrée. Alors, chose très importante, généralement, lorsque vous faites de l'immunofluorescence, vous lisez vos lames à quel objectif? 40. Je connais. 20. Alors, ce qui est préconisé, c'est que pour les frottis, on lit au 40, et pour les tissus, on lit au 20, et après, on va au 40. Alors, pour le Critidia, il est préconisé de lire au centième, donc avec l'huile d'immersion. Pourquoi? Parce que ces 3 points, vous voyez là, qui est le noyau, le kinétoplaste et le kinétocore, en réalité, ils sont très proches. Et parfois, le noyau est positif, et parfois, le kinétocore, il est positif, et on peut le prendre à tort comme un anti-ADN positif. Donc, l'idéal, c'est de lire au centième. Je sais que ça fait, oui, la immersion, c'est pas pratique, mais bon. Alors, maintenant, la question qui se pose, est-ce que je vais choisir plutôt ADN IFI, ADN ELISA, etc. Alors, ce beau monde qui se sont réunis et font les recommandations, ils nous disent que dans le cadre du diagnostic, si on a une suspicion de lupus, il faut obligatoirement choisir une technique spécifique, c'est-à-dire Critidia. On n'a pas de test de phare. Par contre, pour le suivi, il faut utiliser une technique quantitative. Pourquoi? Parce que le titre des anticorps anti-ADN, il est corrélé à l'activité de la maladie. Donc c'est important. Bien sûr, l'idéal, c'est de faire ça dans le même labo, avec le même seuil, etc. Ben, alors là, c'est juste pour vous donner une idée. Là, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années. Et en fait, vous savez, en immuno, malheureusement, on n'a pas beaucoup de standards. Et pour la recherche des anti-ADN, on a un standard qui remonte à 1983. Et ils se sont dit, on va changer de standard. Et ils ont fabriqué un nouveau standard qui, normalement, il est à 100 unités. Et ils les ont envoyés à, je pense, 119 laboratoires en Europe. Et vous voyez les chiffres. Il est censé être à 100 unités. Et là, on a des chiffres entre 62 et 845 unités. Donc, c'est très, très difficile de faire un standard en immuno, et notamment pour l'anti-ADN. Donc, on est resté sur le standard de 84. On n'a pas changé, qui, lui, n'est pas non plus... Alors, on a vu les anticorps anti-ADN, mais en fait, les anti-ADN, ils font partie d'une famille qui s'appelle la superfamille des antinucléosomes. Parce que, en fait, les anticorps anti-nucléosomes, c'est quoi? En fait, il y a des anticorps anti-ADN, il y a des anticorps anti-histone, et puis l'ADN et l'histone sont ensemble, et ils forment ce qu'on appelle le nucléosome. Et il faut savoir pourquoi les antinucléosomes sont importants, parce que 30% des lupiques dans les anti-ADN sont négatifs, sont des antinucléosomes positifs, et en fait, la valeur diagnostique des anti-ADN et des antinucléosomes, c'est la même. C'est-à-dire, si vous avez un malade suspicion de lupus, et il a des titres forts d'anticorps antinucléaires, et vous avez des anti-ADN négatifs, il faut penser à aller chercher les antinucléosomes.
Après les ADN, il y a les ENA. On a vu quelque chose en immunofluorescence. Maintenant, il faut l'identifier. C'est dirigé contre quoi? Et on peut faire des techniques ELISA, mais les techniques les plus utilisées, c'est surtout les techniques immunodotes. Et on dispose de plusieurs profils avec des antigènes différents. Et certains sont orientés vers telle ou telle maladie, sans citer les noms. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on peut substituer l'IFI? En fait, ce beau monde qui s'est réuni, il n'a pas pensé au Maroc ou à la Tunisie. Hein. Il a pensé au Texas, au désert américain, où ils n'ont pas de microscope. S'ils n'ont pas de microscope, est-ce qu'ils peuvent sortir un anticorps antinucléaire? Et donc la question s'est posée. Alors j'ai emprunté cette diapo à mon idole, que j'adore, notre professeur Imbel, c'est le père de l'immunofluorescence. Et il disait, les nouveaux biologistes, ils voudraient bien avoir une solution toute prête. Ils font comme ça, tac, et le résultat, il sort. Alors malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça pour la recherche des anticorps antinucléaires, mais ce beau monde, ils se sont posé la question. Ils ont trouvé la réponse. Alors ils ont dit, OK, la méthode de référence, c'est la recherche par IFI. Cependant, les autres essais peuvent être utilisés en tenant compte des limites, les faux positifs et les faux négatifs. Cependant, ils sont recommandés, les techniques immuno-enzymatiques, pour la recherche des anti-SSA, anti-ribosomes et anti-joints. Alors pourquoi ces anticorps en particulier? Parce que ces anticorps peuvent donner un aspect cytoplasmique isolé avec un noyau négatif et ils peuvent même donner pas de fluorescence cytoplasmique du tout. Donc c'est la situation où il est obligatoire. Moi, j'ai par exemple une suspicion de Sjögren ou une femme enceinte. Quand tu parles des femmes enceintes, il faut savoir que les anti-SSA sont des anticorps pathogènes et qui passent par la barrière placentaire et qui peuvent engendrer un BAV congénital. Alors moi, même si l'anticorps est négatif, je fais quand même la recherche des anticorps anti-SSA parce que ça a une connotation clinique importante. Donc voilà, donc pour ces anticorps-là, il est obligatoire de faire une technique immuno-enzymatique. Ou bien sûr, en cas de forte suspicion, ils te disent après, il faut sous-traiter, même si tu n'as pas de... Ils ont trouvé la solution. Alors maintenant, on a fait tout ça. Et on est orienté. On a l'anticorps, on a la cible antigénique et on est orienté vers une maladie. Maintenant, on va donner le conseil à notre clinicien, à notre partenaire, et on va lui dire, si vous suspectez tel ou tel, il faut compléter par telle ou telle pathologie, par tel ou tel test. Et voilà, on revient sur cette coopération essentielle entre cliniciens et biologistes. Alors, on va commencer les situations cliniques. J'ai fait mieux qu'avec la première. Alors, je vais faire rapidement et si vous avez des questions, on va les répondre ensemble. Alors, grossièrement, c'est une femme de 44 ans qui a des polyarthralgies inflammatoires, qui n'a pas d'autres signes, pas de photosensibilité, pas de syndrome sec, etc. Mais elle a une éruption érythémato-papuleuse du visage et elle a de la fièvre. Et elle a une arthrite du genou et des MCP. Les MCP sont les métacarpophalangiennes. D'accord? Et à la biologie, elle a une anémie. C'est tout. Alors, l'interniste vous appelle et vous dit, voilà, j'ai ça. Je suis un jeune interniste installé et vous êtes un jeune biologiste. Qu'est-ce que vous me conseillez? Quel bilan immunologique faudrait demander? Allô? Immunologique. Anticorps antinucléaires. Facteur rhumatoïde et ACPA ou CCP. Parfait, c'est bien. Vous avez bien conseillé votre... Effectivement, les facteurs rhumatoïdes sont à 25 unités et les ACPA sont négatifs. Et les anticorps antinucléaires? Rapidement, on a beaucoup. Homogène, avec une plaque positive. Bien sûr, on va le titrer. Homogène, AC شنو? AC1, أسهل واحد. Alors, on a fait les anticorps anti-ADN par ELISA, 3 croix. Alors pourquoi moi je sors en croix? C'est historique, parce que nous, dans notre pauvre laboratoire hospitalo-universitaire, on a des ADN cette année de chez Ascio, l'année prochaine de chez DTEC, pour nommer les gens, etc. Et donc on n'a pas toujours la même valeur seuil. Donc on s'est mis d'accord avec les internistes, on va mettre en croix par rapport à la valeur seuil. De croix, parce que c'est presque du semi-quantitatif, mais on n'a pas d'autre solution. Parce qu'on ne peut pas avoir le même seuil pendant des années. Une lupique, elle peut être suivie pendant une vingtaine d'années, donc ce n'est pas possible. Et donc, on a fait en IFI. Alors, en IFI, il est comment? Il est négatif. Donc, si l'on récapitule, homogène supérieur à 1 sur 1600, ADN ELISA positif, ADN IFI négatif. Avant les antihistones. Et de façon générale, on va faire, et on a un homogène 1 sur 1600, est-ce qu'il faut... Voilà, on a fait un profil.
Donc on a fait un profile, c'est-à-dire on a fait les antigènes nucléaires solubles, et on a trouvé ça. On a trouvé des anti-SSA, des anti-Ro52, de l'ADN, simple brun, nucléosome et histone. D'accord? Où est le problème? Comment je vais ressortir mon résultat pour mon ami interniste? Où est le problème? Ça ne cache pas. Mais le problème, justement, ce n'est pas caché ou ne pas caché. Le problème, c'est qu'on a une discordance entre l'ADN par technique immunofluorescence et par technique immunoenzymatique. Donc on a de l'ADN en DOT, il est positif, en ELISA, il est positif, mais en IFI, il est négatif. Comment on peut expliquer? Oui, docteur Touzeni, il a raison. Les techniques immunoenzymatiques sont plus sensibles. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, il y a une autre hypothèse. Ça, c'est un cas réel que j'ai l'habitude d'utiliser. Et cette année, je l'ai mis en question pour les... Nous, on a un CEC de biologie pour les résidents. Et on l'a mis. Alors, il y a deux explications. Avant les SSA, on a deux techniques. Une technique positive et une technique négative. C'est soit une supériorité de la sensibilité, soit... Et un faux positif, il peut être expliqué. Ce n'est pas vraiment un faux positif. Non. Le problème de l'ADN, c'est quoi? Allah alik, si Adnan. Allah alik. Yatik saha. Justement, c'est peut-être de l'ADN simple brun. On a dit qu'il y a le risque. Donc c'est soit de l'ADN simple brun, soit il y a un risque, soit c'est une supériorité des techniques immunoenzymatiques. Mais comme a dit madame, moi j'ai un nucléosome positif et un histone positif. Selon vous, dans ce contexte-là, quel est le diagnostic le plus probable? Chez cette malade, une jeune femme, 44 ans, polyarthralgie, atteinte cutanée, anticorps homogènes, ADN, ELISA positif, IFI négatif, lupus. Donc, vous optez beaucoup plus pour la théorie de la meilleure sensibilité. De toutes les façons, chez cette malade-là, je m'en fous de l'ADN. Comme a dit madame, j'ai un nucléosome. Il a la même valeur diagnostique. Mais... moi, je ne sais pas si c'est monsieur, cette dame, elle a tous les critères de l'ACR ou de l'ARA pour le lupus. Donc, je vais conseiller mon clinicien. Que peut-on lui proposer, le clinicien? Vous êtes radin, vous. Voilà, je vais passer tout ça. Alors, non. On va passer. Alors, nous, dans ce cadre-là, je vais lui dire, il faut compléter par la recherche des anticorps anticardiolipines, bêta-2. Alors nous, le lupus anticoagulant, on ne le fait pas à notre labo. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, mais vous avez raison, il faut compléter. Le dosage du complément, la recherche d'une cryo. Et nous, bien sûr, on fait aussi le lupus band test, vous savez, c'est la biopsie cutanée, mais bon, c'est pas la peine. L'esprit, c'est si vous avez une forte suspicion de lupus. L'esprit, c'est pour dire aux cliniciens il y a d'autres bilans immunologiques que vous pouvez compléter et qui entrent dans les critères de diagnostic. Alors, puisqu'on est dedans, je ne sais pas si on arrivera un cas similaire, il y a un autre bilan immunologique, un autre anticorps qu'on peut chercher aussi, à part ça, et qui fait partie des critères diagnostiques. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des hématos parmi nous, à part docteur Joly? Alors, je vais faire simple. Qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? C'est un auto-anticorps, mais qu'on cherche en hémato. On ne le cherche pas en... C'est un auto-anticorps qu'on cherche en hémato et qu'on ne cherche pas en immuno. Moi, je ne sais pas le faire. Moi, je suis anticoagulant circulant. Un autre. On peut lui demander de faire un test de Coombs. Pourquoi? Parce qu'un test de Coombs positif, même en l'absence d'anémie, il fait partie des critères de diagnostic du lupus. Donc ça, c'est juste... Et elle était anémique à la base. L'hémato, oui. Alors, deuxième situation, on a madame âgée de 27 ans, sans antécédents. Elle consulte en médecine interne pour arthralgie, dysphagie, dyspnée d'effort. Elle a la peau cireuse, nez effilé, lèvres amincies, télangiectasie. Je vous ai mis la totale. C'est une suspicion de quoi, selon vous? Sclérodermie. Un bilan immunologique a été demandé. Alors, anticorps antinucléolaires. Donc, il est positif nucléolaire 1-400. Nous, à chaque fois qu'on a un anticorps positif, on fait la recherche des anti-ADN. Et puis, on a fait les anti-ENA. Ils étaient négatifs. Est-ce qu'on a eu raison ou est-ce qu'on a eu tort de faire les anti-ENA?
ENA, c'est pour Extractable Nuclear Antigen ou ECT, extrait de cellules thymiques. Il faut savoir que l'Extractable Nuclear Antigen, il n'y a pas les antigènes nucléolaires. Les antigènes nucléolaires, ce ne sont pas des antigènes extractibles. D'accord? C'est des antigènes à part. Les cibles antigéniques sont à part. Donc, on n'aurait pas dû faire un anti-ENA. Donc, il fallait faire un autre profil. Alors, nous, on dispose d'un profil dédié pour la sclérodermie. Donc, il y a à la fois les anticorps anticentromères, il y a d'autres anticorps, et le résultat, c'est le profil a montré un anticorps anti-RP11, RP155. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. 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 En fait, ce sont les sous-unités de l'ARN polymérase. Et en fait, l'ARN polymérase, elle donne un aspect, et là, maintenant, pour les experts, ce n'est pas un nucléolé point, c'est un nucléole moucheté. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a vous voyez là, des mouchetures au niveau du nucléole. D'accord? Et là, c'est normalement un AC10, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que si vous avez un DOT et vous avez justement RP11 ou RP155 qui sortent, il faut savoir que dans la majorité des cas, vous avez cet aspect-là, mais on peut avoir un aspect nucléolé ou même un aspect moucheté, mais surtout, on peut avoir un aspect négatif. Et c'est parmi les rares cas où, dans cette situation-là, parce que de façon générale, moi, je veux bien un aspect en immunofluorescence, une positivité en immunodote. Ça, c'est l'idéal. D'accord? Mais il y a certaines situations, comme celle-là, lorsque même vous avez des anticorps antinucléaires négatifs et vous suspectez une sclérodermie, il faut passer les dots nucléolaires. Je ne sais pas quel est le nom utilisé, mais il y a des dots qui sont destinés pour les antigènes nucléolaires et qui ne sont pas nécessairement trouvés dans les ENA, parce que ce ne sont pas des antigènes nucléaires extractibles. Ça marche? OK? Ah, OK. D'accord. Alors, c'est un anticorps qui est spécifique de la sclérodermie systémique. Il est associé à il est de mauvais pronostics, il peut être associé à une atteinte rénale et dans certaines situations, il peut être associé au cancer. Je ne vais pas passer. Non. Alors, la troisième situation, c'est une femme âgée de 53 ans, sans antécédents particuliers, et consulte en médecine interne pour arthromyalgie diffuse, évoluant depuis 1 an. Elle a un déficit musculaire des ceintures, des douleurs de la pression des muscles, elle a des enzymes musculaires élevées, bref, elle évoque le plus une myosite inflammatoire. D'accord? Donc, dans le cadre de donc, on a fait un bilan immunologique et on a trouvé ça. On a trouvé ça. Il est comment, le noyau? Le noyau, il est négatif. Et puis, il y a une fluorescence cytoplasmique. Alors, cette fluorescence cytoplasmique, qu'est-ce que ça peut être, selon vous? J1 حبة J1 وإلا PL7, PL12, etc. وإلا مازال واحد. Il reste encore un. Bon, anticorps négatif, cytoplasme négatif, positif. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par... On a pensé que c'était un J1, nous aussi. D'accord? Et nous, notre profil, il y a le J1. D'accord? Donc, on a fait le profil. Et il est négatif. Donc, ce n'est pas un anti-J1. Sauf que c'est une forte suspicion de myosite inflammatoire. Il n'y a pas que le J1. Il y a peut-être le PL7, PL12, etc. Mais en fait, ce n'est pas le PL7, PL12. C'est en fait un anti-SRP. Et c'est pour vous dire, et même le SRP, il n'a pas de nomenclature. Hein. Mais pour vous dire, c'est difficile. Moi, si j'étais en libéral, j'ai un truc de ce genre. Je vais dire qu'il y a une fluorescence cytoplasmique finement granulaire pouvant évoquer un antisynthétase ou un antiribosome ou un anti-SRP, à compléter par la recherche de si forte suspicion de myosite, ou si c'est un lupus, c'est un antiribosome. Donc, mais dans notre situation là, je vous ai donné une situation typique. Hein. Alors, quatrième situation. Quatrième. Oh là là. C'est pas la quatrième, c'est la troisième. Je sais pas, ما عرفت كيفاش نرجع. حرقت الفيلم. Je ne sais pas. Bref,
Alors, non, je voudrais faire l'autre. Ah, ça, on l'a vu, hein? Oh là là, je suis énervée. Ok. Madame, 50 ans, asthmatique sous traitement de fond depuis le jeune âge, adressée en néphro, grosso modo, elle a des chiffres de créate élevés. Et donc, à part ça, elle n'a rien du tout. Elle a juste une sécheresse buccale qui, pendant des années, elle a été attribuée à son traitement parce qu'elle était sous anticholinergique. Et ça donne une sécheresse buccale. Donc, ils ont demandé un bilan immuno. Et là, on a trouvé un aspect moucheté. Bravo, madame. Ben nous, ça, c'est un cas qui remonte à 6-7 ans. Et nous, lorsqu'on l'a vu, on a dit c'est un aspect moucheté, supérieur à 1 sur 1600. Et l'anti-ADN était négatif. On a fait le facteur rhumatoïde, 78 unités, les ACPA négatifs. Et on s'est dit, on va faire un autre bilan immuno. Et donc, on a fait les ENA. Les ENA étaient négatifs. La malade, entre-temps, le diagnostic de Sjögren a été retenu, donc on s'est dit 1 sur 1600, on ne sait pas un anti-SSA, mais c'est quoi? En fait, de ce temps-là, on ne connaissait pas vraiment le NUMA 1, et là, en allant vers justement la lame, justement l'anti-NUMA 1, on peut facilement passer à côté. Il faut faire très attention, parce que parfois, il y a des frottis cellulaires où il n'y a pas il n'y a pas cet aspect-là de fuseau, d'accord? Donc, en dehors de cet aspect-là, c'est un aspect moucheté, avec plaque négative. Donc, moi, je ne vous en voudrais pas si demain, vous avez un malade comme ça et que vous sortez moucheté 1 sur 1600. Il n'y a aucun problème. On ne va pas se dire, non, il ne sait pas lire. Ça, c'est un degré d'expertise encore plus élevé. De toutes les façons, le diagnostic de l'AFDAM, il a été fait, mais c'était didactique pour nous. Donc nous, on est revenu vers les lames et effectivement, en comparant, donc vous voyez, on a les mêmes aspects pour définir l'anticorps anti-NUMA 1, le fuseau sous toutes ses formes, les cellules mouchetées en dehors et la plaque. Voilà. Au niveau de la plaque, il y a les petits points à l'extrémité. Et donc, ça a été un anticorps anti-NUMA 1. Et ce qui est important à savoir, que cet anticorps anti-NUMA 1, il est souvent associé au syndrome de Sjögren. Donc, c'était le cas chez cette malade. Alors, quatrième situation. Alors, madame âgée de 30 ans, elle est sans antécédent, elle consulte pour fausse couche à répétition. Et je ne sais pas pourquoi l'animation est sautée. Alors, on a demandé quel bilan immunologique, bien sûr, cardiolipine bêta-2 et lupus anticoagulant. Là, parce qu'on ne le fait pas chez nous, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Alors, les anticorps étaient positifs de type... voilà. Il y a un petit souci d'animation, mais ce n'est pas grave. Donc, il était moucheté. Alors là, moucheté, pour ceux qui travaillent avec les AC. Et moucheté. Moi, je le sortirais moucheté. C'est plutôt un AC4 ou un AC5? C'est un AC4, frère. Alors, moucheté 1-800, les anti-ADN étaient négatifs. Et puis, on a fait le typage, et c'est un anticorps anti-RO52. On en fait... Bravo. Et effectivement, nous, bien qu'elle ait un anticorps antinucléaire assez fort, quand même 1 sur 800, il y a la présence isolée des anticorps anti-RO52 est synonyme plutôt d'un terrain d'auto-immunité. Elle peut avoir un syndrome des antiphospholipides. Bon, nous, les cardiolipines étaient négatifs, mais peut-être qu'elle a un lupus anticoagulant. Mais c'est le terrain d'auto-immunité et il n'est pas spécifique d'une pathologie en particulier dans ce contexte-là. Si on a le temps, on va arriver à un autre cas clinique où le RO52 il a un intérêt. Si on n'en a pas, Allah ghalb. Alors, la cinquième situation, c'est une femme âgée, une jeune demoiselle âgée de 22 ans qui consulte en dermato pour chute des cheveux sans signe associé. Alors nous, c'est un motif fréquent de la recherche des anticorps antinucléaires. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi. Les dermatos aiment bien l'immuno. Et un bilan a été demandé. Et puis, c'est quoi?
c'est un anticorps anti-DFS70. Alors l'anticorps anti-DFS70, il donne une moucheture avec surtout des plaques positives. Alors moi, je ne sors pas un DFS70 juste par l'IFI, bien que je suis presque sûre que c'est un anti-DFS, parce qu'il y a des aspects qu'on appelle DFS-like, et la signification clinique est très 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 différente. Donc il faut le confirmer par une technique immuno-enzymatique, et effectivement, on l'a confirmé, et donc on a un anticorps anti-DFS qui est positif par immunodot. Alors, comment on va sortir ce résultat? C'est un titre fort, 1 sur 800 quand même. Elle n'a aucun autre antigène nucléaire soluble et elle a juste une chute de cheveux. Alors, il faut savoir que le DFS, c'est un anticorps qui est très très fréquent. Il faut savoir que presque 10% des anticorps positifs dans un labo d'immuno, c'est dans un DFS, et dans la majorité des cas, sont des titres forts. Et on a très souvent des collègues internistes, dermatos, etc. Ils te disent, mais c'est un moucheté 1 sur 1600, mais c'est énorme. Vous êtes sûr qu'elle n'a rien, cette dame? Je lui dis, mais non, le fait d'avoir un anti-DFS, justement, c'est contre le diagnostic de connectivité, et souvent, ils sont à des titres forts. Donc là, on l'a dit, et nous, dans le labo, on fait une petite conclusion, comme quoi ça traduit l'existence d'un stress oxydatif, et qui ne sont pas spécifiques d'une pathologie, et peuvent être présents chez les sujets sains. Bien sûr, nous, on contrôle une fois, et je l'ai dit juste, je crois. Alors, mademoiselle, âgée de 24 ans, consultant rhumato pour des arthralgies diffuses, avec fièvre, céphalée, etc. Elle est confuse, elle a un érythème du visage en aile de papillon, une arthrite du genou, elle a une anémie, une leucopénie et une thrombopénie, c'est ça? Et le reste est normal. D'accord? Donc, ils ont demandé un bilan immunologique, et là, on a... Il est KO. Justement, c'est l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Il faut savoir que dans la majorité des cas, on n'a pas un homogène et un nucléolé, c'est juste un renforcement du nucléole, et la moitié des homogènes à peu près donne un aspect comme celui-là. Donc le renforcement des nucléoles fait partie de la description de l'homogène, d'autant plus qu'on a une plaque positive. Donc c'est un homogène. Donc il ne pose pas de problème. Donc il est homogène. On a fait les anti-ADN par ELISA, ils sont positifs. Par IFI, ils sont positifs. Les ENA sont négatifs, c'est-à-dire ce qu'on est en train de voir, c'est les anti-ADN. La cible majeure de ces anticorps, c'est les anti-ADN. On a fait le complément, les cardiolipines, etc. chez cette malade. Et le diagnostic, bien sûr, le plus probable, c'est le lupus. Alors, 2 semaines plus tard, il y a eu un contrôle des anticorps antinucléaires, et retenez les 2 points d'exclamation. Allez, ça ne sert absolument à rien. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais le titre des anticorps je l'ai dit, le titre des anticorps antinucléaires n'a aucun intérêt, ni dans le suivi, ni dans le diagnostic, ni dans rien du tout. D'accord? Pardon? Les anti-DNA, voilà. Mais maintenant, ils ont demandé un contrôle, et ce contrôle, tout est négatif. Anticorps antinucléaires négatifs ou anti-ADN négatifs. What happened? شنو c'est ça. En fait, vous avez vu, c'est une jeune fille qui s'est présentée, elle était confuse, elle avait une atteinte neurologique, etc. Donc elle a reçu 3 bolis de solumédrol. Donc il ne faut jamais, jamais contrôler les auto-anticorps après un traitement immunosuppresseur. Maintenant, en corticoïde, 1 mg kilo, ce n'est pas vraiment une dose très très suppressive, donc il faut jamais le faire dans ce contexte-là. Par contre, si par exemple vous avez des ANCA, la négativité des anticorps après traitement, c'est justement ce qu'on attend. C'est-à-dire, nous, il envoie le sérum après, jusqu'à ce que le sérum devienne négatif. Mais on n'est pas dans ce cadre-là, parce que les ANCA, ils sont corrélés à l'activité. Alors, madame, monsieur, 56 ans, ça me dit, 56 ans, suivi pour hépatite C, chez lequel on demande la recherche des anticorps. Alors, dans le cadre du bilan préthérapeutique. Alors, vous savez qu'avant, on traitait par l'hépatite C par interféron. Actuellement, il y a un autre arsenal thérapeutique, etc. Mais l'interféron, c'est un immunomodulateur, et il peut induire les auto-anticorps. Donc, avant de mettre les malades sous interféron, on faisait un bilan immunologique systématique qui comportait anti-TPO, facteur rhumatoïde, anticorps, antimusclelis, LKM et anti-mito. Et chez ce malade, donc, on avait des anticorps. C'est un anticorps moucheté, ne pose pas de problème. Moi, je l'avais lu moucheté de 3 dilutions, parce que nous, on fait un screening. Après, on fait le titrage. Et justement, lorsqu'on a fait le titrage, le malade, il est
négatif. What happened? لماذا? Quelle est l'explication? عملنا le screening, c'est positif. Sur EP2, là l'image que je vous ai montrée, il est négatif, il est positif. Voilà, ça c'est le screening. Et ça c'est le type, ça c'est le titrage. Le titrage au centième. Hein. Parce que nous, tout le monde me dit, mais pourquoi vous le faites? On le fait pour... Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un malade que j'ai estimé 3 dilutions. Après 4-5 jours, je vais faire le titrage, je fais au centième, au 200, au 400. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi vous refaites le 1 centième, puisque vous l'avez déjà fait. Alors nous, on a un débit des monstres, on a 5000 anticorps, donc c'est aussi un moyen de contrôler. S'il y a eu un problème, s'il n'y a pas eu... Donc là, c'est au centième, c'est à la même dilution, les deux photos. Là c'est un cas particulier parce que j'ai fait les titrages, disons, 5 jours après. What happened? ماذا حصل? Oui, excellente remarque. C'est ce que je dis à tous les résidents. La première chose, c'est de se dire, peut-être qu'il y a eu une erreur d'étiquetage, peut-être que la technicienne... Pourquoi la technicienne? Peut-être qu'on a foiré, peut-être, etc. Nous, lorsqu'on a des problèmes, c'est la première chose. Mais là, on a une explication, hein, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il a, le malade? Il a une hépatite. Donc, c'est... Quelle est l'anomalie immunologique la plus... Non. Quelle est l'anomalie immunologique la plus retrouvée dans le cadre de l'hépatite C? Et lorsqu'on la trouve, il faut toujours chercher une hépatite C. La cryo. Ce malade, il avait une cryoglobulinémie. C'est quoi une cryoglobulinémie? C'est une immunoglobuline qui précipite à froid. C'est un sérum qui est resté au frigo pendant 5 jours. Il avait une cryo très importante. Et donc, les anticorps, ils sont allés au fond du tube. La technicienne, elle a pris le sérum et voilà. Donc, comment expliquer ce résultat? Le malade avait une cryoglobulinémie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Sérum porté à 37, puis titrage, en fait, c'est un anticorps moucheté 1,400. Et moi, à chaque fois que j'ai un renseignement hépatite C, même si je ne sais pas s'il a une cryo ou pas, je mets mes sérums à 37 avant de maniper, que ce soit pour l'IF ou pour les techniques immunodotes ou pour les techniques ELISA. Hein. Donc, il faut faire attention. Peut-être vous faites les manips rapidement, c'est-à-dire vous faites aujourd'hui le screening et peut-être fin d'après-midi le titrage, mais ayez dans l'esprit que la cryo peut négativer les anticorps, donc il faut penser à ça. Alors, mademoiselle, originaire de Gafsa, âgée de 13 ans. Alors, Gafsa, c'est dans le sud-ouest tunisien. Après, je vais vous dire pourquoi à Gafsa. Il y a un Tunisien parmi nous? Non? Ils ont assisté... Hein? Ah, d'accord. Ils ont assisté à la première séance. Allez, je vais vous dire après pourquoi Gafsa. Cette fille a été hospitalisée au service de maladies infectieuses pour fièvre au long cours avec polyarthralgie. Donc à l'examen, il y avait une splénomégalie, une VS accélérée, anémie, et ils ont demandé un bilan immunologique dans le cadre de l'enquête étiologique, et on a trouvé des anticorps antinucléaires de type moucheté au centième. Donc voilà. Comme c'était une fille de 13 ans, alors nous, dans le labo, la conduite, on commence toujours par les anti-ADN ELISA. On commence par une technique sensible, puis on fait une technique spécifique. D'accord? Mais chez cette fille, l'ELISA, vous savez, il faut attendre la série, il faut un minimum de nombre, etc. Et donc, chez cette fille, on a commencé par les anti-ADN IFI, qui étaient positifs. Entre-temps, donc on s'est dit, positif, peut-être que c'est un lupus, hein, une jeune fille, des arthralgies, de la fièvre, etc. Voilà. Mais on a fait l'ADN ELISA, il était négatif et ça a été testé à 2 reprises et c'est bien négatif. Donc, généralement, on a un test qui est plus sensible que l'autre. Qui est le plus sensible? L'ELISA. Or, ici, c'est le cas contraire. On a l'ADN IFI est positif et l'ADN ELISA est négatif. Comment on peut expliquer ça, selon vous? Allah alik. Effectivement, c'est cette fille, en fait, elle avait une leishmaniose viscérale. Donc, elle avait une leishmaniose viscérale. En fait, ce n'était pas aussi simple que ça. On avait pensé à la leishmaniose. Les infections n'étaient pas très convaincues. Pourquoi? Parce que la région de Gafsa, c'est une région d'endémie de la leishmaniose
cutanée. Parce qu'en Tunisie, on n'a presque plus de leishmaniose viscérale. C'est vraiment très, très rare. Et c'est des cas sporadiques, ce n'est pas endémique. Et donc, on a pris le sérum et on allait faire la sérologie. Et donc, on a fait le diagnostic, justement, de la leishmaniose. Donc, il faut... Vous l'avez dit, ouais. Donc, il y a une réactivité croisée entre, en fait, les parasites protozoaires. Et donc, il faut penser à ça. Peut-être qu'il y a d'autres parasites, je ne sais pas. Mais si vous avez un parasite unicellulaire qui sévit, peut-être que ça va fausser. Quoi? Ça marche ni? Oui, c'est positif parce qu'en fait, il y a une réactivité croisée. En fait, c'est un anticorps qui n'est pas dirigé contre le Chlamydia, il est dirigé contre la leishmanie. Bien sûr, voilà. Oui. Non, ils ne sont pas consommés. Lorsqu'on a l'ADN, c'est de l'ADN purifié. D'accord? Donc, on n'a pas de risque de réactivité croisée. Alors que là, on a tout le parasite. Donc, il y a des communautés antigéniques qui ont fait qu'il est positif sur le Chlamydia et il est positif sur le corps de leishmanie, avec la même positivité. Non, alors, toutes les infections peuvent donner des anticorps antinucléaires. Et là, elle a un anticorps antinucléaire au 100e. Et l'ENA était négatif. Donc c'est normal. Il faut contrôler, bien sûr, les anticorps antinucléaires en dehors de l'épisode aigu. Mais c'est très, très fréquent d'avoir des anticorps antinucléaires, un 100e, un 200, ou même des anticorps très forts dans le cadre des atteintes virales chez l'enfant. Il faut faire très attention chez l'enfant. Parce que chez l'enfant, on peut avoir 1 sur 1600, etc., avec aucune cible antigénique. Et après, 6 mois plus tard, après que l'atteinte virale est disparue, tout rentre dans l'ordre. Voilà. Alors, un enfant de 13 ans admis à l'hôpital d'enfants pour baisse brutale de l'acuité visuelle, d'accord, avec fièvre. Il n'a pas d'antécédent et il n'a rien par ailleurs, d'accord. Donc c'est une baisse brutale de l'acuité visuelle, c'est une urgence. Et donc, ils n'avaient pas de diagnostic et entre autres, ils ont envoyé un bilan immunologique. Mais ils ont envoyé un anticorps antinucléaire, cardiolipine et bêta-2, peut-être ils se disent syndrome des antiphospholipides, une thrombose quelque part, etc. Alors, on commence par le noyau. Le noyau, comment il est? Il a l'air homogène. Mais, comment il est la plaque? La plaque est négative. Là, ICAP n'a pas prévu cette situation. En plus, on a une fluorescence finement granulaire au niveau du cytoplasme. D'accord? OK, on est dans le descriptif. C'est une technique descriptive, comparative et subjective, l'IFI. OK? On est dans le descriptif, on a un positif moucheté. Alors pourquoi moucheté? Parce qu'en fait, vous savez, ça, c'est au 100e. Il faut savoir que parfois, en diluant, c'est tellement fort que les mouchetures vont se séparer. Et là, je suis un peu aidée, parce que la plaque est négative. Mais en fait, en diluant, ça, c'était un aspect moucheté. D'accord? Et la fluorescence cytoplasmique. Alors pour moi, la fluorescence cytoplasmique, elle évoque un anticorps en particulier. Ce n'est pas le topo d'aujourd'hui, c'est les anticorps antimitochondrie. Les anticorps antimitochondrie, il faut les confirmer sur triple substrat. Et justement, chez cet enfant, on a des anticorps antimitochondrie qui étaient supérieurs au 100e. Sachez que le titre est au 1/20e chez l'enfant. Donc c'est très fort. Et là, une fluorescence. Donc, si on récapitule, anticorps antinucléaire positif, antimito positif. Alors, chaque fois qu'on a un anticorps positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les anti-ADN et les anti-ENA. Et effectivement, on a fait les anti-ADN, ils étaient positifs par ELISA, négatifs par IFI. On a fait le profile, et vous voyez le profile? Nous, on appelle ça un profil zébré. On a les SEM, les SEM-RMP, l'ADN, l'histone, les CSA, bref. On a des cardiolipines à 58 GPL, etc. Qu'est-ce qui cloche? وين المشكل? What's the problem? Est-ce que c'est normal? Vous êtes dans votre labo, tout seul. Et vous voyez ça, un enfant de 13 ans qui va perdre la vue, baisse brutale de l'acuité visuelle, il va perdre la vue, il va devenir aveugle. Et vous trouvez ça? La première, soyons méthodiques. Il a des anticorps antinucléaires de titre fort. Il a 13 ans, c'est un enfant, il y a un lupus de l'enfant.
Est-ce que c'est un lupus? Il a un SSA, un nucléosome, un histone. Est-ce que ça vous paraît plausible? Il y a une interférence quelque part. Oui. Oui. Alors la première chose, ok, vous êtes tout seul chez vous et vous avez ça. Et vous avez un pédiatre qui est en train de vous harceler. Mon enfant, il va perdre la vue. Trouvez-moi une solution. La première chose à faire, c'est quoi? Et justement, comment on connaît le résultat de l'IRM? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler le médecin traitant. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a chez cet enfant, entre-temps, est-ce qu'il y a eu, etc. Donc on a appelé le médecin traitant, il n'y a pas de signe en faveur de lupus. Cependant, le diagnostic retenu était une infection ACMV. Sachez que l'infection ACMV peut avoir un tropisme oculaire et qui peut engager le pronostic oculaire. Ben, nous, je ne sais pas ici au Maroc, mais nous, à Lyon, nous, lorsqu'on a une urgence en neuro, et on est devant une situation où on ne comprend pas ce qui se passe, l'une des solutions, c'est de mettre l'enfant sous immunoglobuline intraveineuse. Non, pas des corticoïdes, on n'a pas de diagnostic. Sous immunoglobuline intraveineuse. Et effectivement, ce malade, il a reçu une cure d'immunoglobuline intraveineuse 2 jours avant le prélèvement. Et alors? Ça interfère. En fait, ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas le sérum du malade. C'est les anticorps d'un pool. Et ça, c'est un cas réel. Hein. C'est un pool de sérum. Donc, ce n'est pas son sérum à lui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Combien? Oui, nous les 3 semaines. Les 3 semaines, je veux le féliciter. Effectivement, 3 semaines, parce que la demi-vie des IgG, c'est 3 semaines. À chaque fois que j'enseigne l'immunoglobuline, c'est l'un de mes cours préférés. Et les étudiants, je leur dis, je ne suis pas là pour vous embêter. Hein. Il faut retenir demi-vie de l'IgG, c'est 3 semaines. Justement, pour des cas comme ça, il faut savoir que, et justement, qu'est-ce qu'on a fait? On a contrôlé le bilan après 3 semaines. Il avait des anticorps positifs mouchetés 1-200. Alors maintenant, 1-200, pourquoi? C'est une infection ACMV, ils peuvent avoir des anticorps antinucléaires. Ben, alors, tout le reste était négatif. Alors, là, je suis chez Siadnen. Vous êtes où, Siadnen? En libéral? En libéral. En libéral. Je suis chez Siadnen et je vis cette situation-là. Trademni Maak, Siadnen. Alors, parce que là, je vous ai montré des bilans, des histoires avec la clinique, etc., etc. Mais là, c'est la réalité, en fait. Et là, c'est du vécu. Ça m'est arrivé, moi aussi. On a un bilan adressé par un médecin de libre pratique inconnu. Le cachet n'est pas visible. Et, alors, et il n'y a rien, homme de 45 ans, rien d'autre, ok? Et il a demandé la recherche des anticorps antinucléaires, point. Je n'ai aucune idée sur ce malade, je ne peux pas faire la coopération, clinicien, biologiste, etc. Et nous, on fait la recherche. Allez, what's this? Mais on commence. Le noyau, comment il est? Il est négatif. La fluorescence, elle est plutôt cytoplasmique. C'est une fluorescence cytoplasmique, ouais, finement granulaire, avec quelques petites vacuoles, mais c'est un peu trop dense pour ce que je suis en train de penser, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Moi, je suis dans mon labo avec Siadnen, mais Siadnen, il n'est pas radin. Et moi, je suis curieuse. Moi, je veux savoir qu'est-ce que c'est, parce que c'est très fort. Hein. Là, je ne sais pas si on le sent, mais c'est vraiment quelque chose qui sort du microscope. C'est très, très, très fort. Il y a quelque chose. D'accord? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut évoquer comme anticorps? Déjà, on n'a aucun renseignement. Non, comme anticorps, j'ai dit. C'est pas mitochondrie, mais je l'ai fait quand même. C'est Adnen très généreux. C'est Adnen, il a dit peut-être que c'est un antimitochondrie. Alors l'aspect ici ne fait pas évoquer un antimito, d'accord? Mais j'ai fait le triple substrat. Ça peut être... Non, c'est pas un Golgi. Le Golgi, c'est un chapeau. On peut pas le... Ah, je vais revenir, madame. Un antiribosome, oui. Ça peut être un antiribosome, oui.
ou l'antiribosome. Ça peut être un anti-SRP. Je n'ai aucune... Mais moi, je suis curieuse. Et M. Adnen m'a donné carte blanche. OK, carte blanche. Donc... Et donc, j'ai fait le tout. J'ai fait un profil ENA. Il était négatif. J'ai fait un DOT myositis. Alors, c'est un DOT où il y a l'SRP, mais il y a tous les antisynthétases. J1, PL7, PL12, OZ1, etc. Et j'ai même fait l'IFI sur triple substrat. Je n'étais pas convaincue, parce que ça évoque pas du tout, mais je me suis dit peut-être que ça cache, peut-être que c'est un effet composite, mais tout était négatif. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Les antilysosomes. Alors, les antilysosomes, juste entre parenthèses, les antilysosomes, ils donnent de gros dots. Nous, de tailles différentes, et ils ne se rassemblent pas comme ça. Ils ne se rassemblent pas du tout comme ça, et ils n'ont pas de signification clinique. Et nous, mon maître à moi, c'est professeur Sundes Martni, qui a créé le laboratoire d'immunologie de l'hôpital Larapta. Elle a créé une nomenclature. Elle disait, à chaque fois qu'on a une suspicion de lysosome, d'endosome, elle disait c'est des hommes. De toute façon, ils n'ont aucune signification clinique, c'est quelque chose dans le cytoplasme, mais elle dit que c'est des hommes. Voilà. Et donc, nous, on a hérité de cette nomenclature. Bon, ICAP n'a pas encore adhéré à ça. Bref. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis chez Siradnen, je n'ai aucun moyen de faire autrement. J'ai fait perdre de l'argent à Siradnen et je dois rendre un résultat, et donc je vais rendre le résultat. Recherche des anticorps antinucléaires négatives. Il n'y a pas d'anticorps antinucléaires. D'accord? Mais il y a présence d'une fluorescence de forte intensité au niveau du cytoplasme des cellules HEP2 de signification indéterminée. Maintenant, lui, s'il veut me renvoyer et me demander ce que c'est bon. Je crois qu'on va laisser la... Et on a quand même demandé, on ne savait pas ce que c'est, on a dit bilan à contrôler en dehors de l'épisode aigu. On ne savait pas si on était dans l'aigu ou pas, mais il fallait trouver une solution. Et là, c'est un cas d'il y a quelques semaines. Lilia, si tu me permets, on est sur combien de cas qui restent? Non, j'arrête. Si tu veux, on fait Magigalab. Au risque de me faire lyncher par les collègues, parce que je pense que tout le monde est intéressé, si tu veux prendre encore 10 minutes, on a démarré 10 minutes en retard, et comme il n'y a rien qui suit, j'ai quelques quiz. Donc je t'en prie, vas-y, et puis on écoutera... Mais vraiment, je suis désolée auprès de l'autre groupe. Non, mais je t'en prie. Okay. Si vous êtes d'accord, je pense qu'on peut se prendre 10 minutes supplémentaires. J'ai encore des situations, des quiz, en fait. Je me suis dit, si on arrive, mais bon, c'est... Ah non, ce n'est pas des quiz, on est encore dans les situations. Alors, c'est une patiente de 56 ans aux antécédents de PR sous méthotrexate qui consulte pour un syndrome de Raynaud. Arthrite du genou, bref, voilà. Donc, elle a cet aspect-là. Non. Ça ressemble, oui. Ça ressemble. Ce n'est pas un anti-DFS. Ah, si, tu as raison. Non, parce que j'ai un cas qui ressemble beaucoup. Mais alors, c'est un anticorps moucheté de type DFS. Faisant évoquer un anti-DFS, bien sûr, on a dit que le DFS, il faut le contrôler. Il faut le faire par une technique... voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, on a fait le profile, parce qu'on a dit que moi, je ne sors pas les DFS sans profile. Et avec le profile, on a vu un anti-DFS et un anti-SIMP-B. Alors, SIMP-B, c'est le centromère. Le centromère, rappelez-moi, qu'est-ce qu'il donne comme fluorescence? Oui? Avec de gros dots. Mais là, l'aspect, c'était quoi? C'était un anti-DFS. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé le centromère? Justement. Donc là, on a sorti le résultat avec présence d'un anticorps anticentromère par technique immunodote, parce que nous, on ne peut pas le voir par technique immunofluorescence, non détecté par IFI, probablement à cause de l'aspect DFS, parce que le DFS, toute la plaque est mouchetée, donc on ne peut pas voir l'aspect en touche de piano, en escalier, etc. Et maintenant, je vais dire à ce prescripteur que maintenant, ce n'est pas un DFS isolé, donc ce n'est pas la même conclusion. Et je vais lui dire, il y a des signes en faveur d'une sclérodermie localisée ou d'une CBP. Et la plupart du temps, les gens oublient que les anticentromères sont des marqueurs de la CBP et qui peuvent être isolés, sans mytho, sans rien du tout. Donc, il faut évoquer soit une sclérodermie localisée, auparavant on parlait de crest, mais c'est la même chose, ou cholangite biliaire primitive.
Alors, cette situation, je ne me rappelle plus des situations, c'est une femme âgée de 45 ans, sans antécédents. Bref, c'est une histoire de myosite inflammatoire. Et là, vous voyez, il y a un aspect cytoplasmique qui fait évoquer un antisynthétase. En fait, un moucheté, le noyau, il est aussi positif, très faible, et la photo n'est pas très bonne. Et le cytoplasme est chargé, il est finement granulaire. Alors, je vous ai mis ce cas exprès. Pourquoi? On a fait un profile, c'était un Rho52, mais le plus important, c'est de chercher les anticorps des myosites. Et on a fait les anticorps des myosites, et c'était un anti-PL7 avec un Rho52. Alors, je vous ai mis ce cas exprès. Pourquoi? Je vous ai cassé les oreilles, et même M. Joly, il a appris la leçon, il a dit Rho52, ça ne veut rien dire. Et bien, dans cette situation en particulier, ça veut dire plein de choses. Alors, nous, on est dans le cadre d'un syndrome des antisynthétases. Je vais passer tout ça, mais sachez que depuis quelques années, vous voyez, 2022, on s'est rendu compte que lorsqu'on a un anticorps anti-Rho52 qui est associé à un anticorps spécifique des myosites, notamment un anti-J1 ou un anti-PL7 ou un anti-PL12, c'était un marqueur de mauvais pronostic. C'est-à-dire, et le mauvais pronostic en myosite, c'est l'évolution vers la fibrose pulmonaire, qui est un stade terminal, ça y est, on ne peut plus respirer. Et donc ça, c'est une méta-analyse qui a regroupé tous les cas, et après, ils se sont même posé la question, est-ce que le Rho52 ne serait-ce pas un marqueur de la PID? Parce qu'actuellement, on n'a pas de marqueur dédié. Donc faites très attention, vous avez un Rho52 avec un autre antisynthétase, c'est un marqueur de mauvais pronostic et il faut le dire aux cliniciens, c'est pas le Rho52, le gentil monsieur dont il ne faut pas prendre compte. Alors, on arrête? On fait un dernier? Dernier. Allez, un dernier. Donc, une dame âgée de 50 ans sans antécédents particuliers consulte pour dysphagie plus reflux gastro-œsophagien. Donc, bref, le diagnostic de sclérodermie est suspecté. Et là, alors, c'est Athman. AC4 ou la AC5? Voilà. Voilà, on a des mouchetures de taille différentes avec une plaque négative. La première chose à penser, c'est des anticorps anti-RNP. Alors, nous, on va sortir pas NBRMP, on va sortir moucheté supérieur à 1/1600, l'ADN était négatif, et puis on a fait le profile, et donc on a un SM-RMP. Alors, pourquoi je vous ai mis ce cas-là? Parce que dans la majorité des dots, je ne sais pas des techs, qu'est-ce qu'ils ont, mais on a une bande SM-RMP et une bande SM. Et il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas insisté, il faut que vous sachiez la nature des antigènes qui se trouvent dans votre dot. Il y a des antigènes qui sont extraits, il y a des antigènes par biologie moléculaire, il y a des antigènes qu'on ne peut pas dissocier. Et justement, je vous ai montré l'image de SM-RMP, et bien, si on extrait, ce n'est pas fabriqué par génie génétique, on ne peut pas isoler le SM du RMP. Donc si vous avez SM-RMP ensemble, c'est un antigène natif, c'est-à-dire il a été extrait, et après on a le SM. Alors, si vous avez la bande SM-RMP positif, SM négatif, donc c'est par déduction, c'est un anti-RMP. Et c'était juste pour vous dire que l'anti-RMP, c'est un anticorps gentil et qu'il est associé à la connectivité mixte et que généralement, il n'est pas associé à un mauvais pronostic. Mais faites attention, en dehors du Sharp, c'est un anticorps qu'on peut trouver partout, dans le lupus, dans le Gougerot, il est non spécifique. Et chez cette malade, le diagnostic a été retenu. On arrête. Écoute, je savais qu'on je pense qu'on était conscient en t'invitant qu'on n'allait pas se lasser de t'écouter. En tout cas, on te remercie infiniment d'avoir été là. Je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, je vous demanderai de patienter par respect pour notre partenaire, que je tiens à remercier Gigalab d'avoir bien voulu accompagner cette très très belle présentation. Mais soit on débarquera tous en Tunisie pour en profiter un petit peu plus sur une bonne journée, soit on te réinvitera rien que pour ça. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci infiniment d'avoir bien voulu honorer cette invitation et puis de la faire en double surtout. Pour moi, j'espère qu'on a bien profité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je me présente Jalal El-Bannouri, je suis directeur commercial et marketing de la société Gigalab. Je pense que la plupart des invités connaissent le groupe. Gigalab, c'est une société qui compte plus de 15 ans d'existence. Je pense qu'il y a plusieurs de nos clients qui sont présents aujourd'hui parmi nous. Elle est née en 2007
est venu traduire l'ambition d'une équipe de scientifiques et d'entrepreneurs marocains pour accompagner le développement de l'écosystème de santé au Maroc pour le rendre plus solide et plus résilient. Conviction désormais qui est confirmée par la vision royale, notamment par la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, qui est le thème de ces rencontres annuelles. Alors, les premiers pas du groupe, c'était la pénétration par la distribution et la revente, avec le partenariat de plusieurs acteurs et producteurs internationaux. Pour se différencier, bien sûr, il fallait choisir les meilleurs. Donc, on a commencé avec les leaders de l'industrie coréenne, finlandaise ou encore japonaise. Ça, c'était pour les premiers pas. Aujourd'hui, on compte une dizaine de partenaires un peu dans les 4 coins du monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe ou bien en Asie. On est présent dans pratiquement tous les paillages, que ce soit la biochimie, l'auto-immunité ou encore l'hématologie. On a choisi aujourd'hui de vous parler de l'auto-immunité, qui est le sujet développé par Dr Lilia, et donc pour vous présenter 3 produits phares, notamment qui feront l'objet d'une offre spéciale durant ces journées pour nos partenaires. Alors premièrement, c'est notre automate Virclia, qui est développé par la société Vircel et qui est un automate qui permet la détection de nombreuses infections respiratoires ou bien fongiques. Et aujourd'hui, on développe aussi plusieurs tests pour l'auto-immunité. Le deuxième produit qui a été aussi abordé par Dr Lilia, c'est bien les microscopes. On propose aujourd'hui une gamme de Giga qu'on appelle Giga Fluo, qui est un microscope avec la source fluorescence LED intégrée, qui est un produit marocain, donc l'assemblage il est fait localement et qui respecte un peu les standards internationaux, notamment pour tout ce qui est respect à l'environnement. Donc c'est un microscope qui ne met pas beaucoup de temps pour le réchauffement ou pas de temps pour le réchauffement, aussi une faible consommation électrique et avec un respect bien sûr de l'environnement. Et la troisième solution, c'est notre automate Blue Diver, qui est une solution pour l'approche syndromique avec des panels de tests par maladie, qui permet de faire des tests avec plus de fiabilité, rapidité et aussi avec un coût réduit. Comme je vous ai précisé, ces solutions feront l'objet d'une promotion spéciale pour ces journées de rencontres et que vous pouvez trouver dans les brochures qu'on vous a présentées. Alors, on a parlé un peu du passé de la société, on a parlé du présent, mais aujourd'hui aussi, avec nos partenaires, on veut aborder l'avenir. Et l'avenir, ça sera un avenir bien sûr marocain, qui est développé, comme on a précisé, par la vision royale, par l'approche aussi que veut développer le gouvernement. Donc aujourd'hui, on a passé, au lendemain du Covid-19, on a fait le pari de l'industrie marocaine. Donc on a bien sûr investi. Aujourd'hui, on a des nouveaux locaux à Had Soualem. On a notre usine de plus de 2000 mètres carrés qui a nécessité un investissement important de plus de 50 millions de dirhams et qui permet aujourd'hui d'offrir plusieurs solutions marocaines, que ce soit pour les milieux de culture par exemple, pour les tests rapides ou bien aussi pour les microscopes. Alors, parlons de ça, c'est une vision globale de la société pour investir dans l'innovation. Donc l'innovation aujourd'hui, c'est un peu fait, l'ADN fait partie de l'ADN de Gigalab. Et donc, on a profité de ces journées pour annoncer une nouveauté qui sera pour le mois d'avril 2024 pour le lancement d'une nouvelle gamme de tests rapides qui contient 6 paramètres. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.